Bonjour à vous à la maison et bienvenue à notre vidéo journal de la semaine. Cathy Desjardins, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien cette semaine? Oui, tu as passé une belle semaine. Ben oui, toi, de quoi tu me parles cette semaine? Oui, écoute, c'est un sujet qui est quand même assez choquant cette semaine-là, qui est le sujet là, de l'article principal à la une. En fait, on parle de l'alcool au volant. En fait, grâce à une demande d'accès à l'information, j'ai été capable là, d'obtenir le montant des indemnités versées par la SAAQ aux victimes de l'alcool au volant. Et ce chiffre s'élève à plus d'1 million de dollars. Donc, annuellement, c'est les sommes que la SAC doit verser aux victimes de l'alcool au volant pour les aider là, à se réhabiliter, pour payer des traitements médicaux, pour compenser des salaires. C'est des sommes qui sont très élevées parce qu'annuellement au Québec, c'est près de 40 millions qui sont versés. Donc, le territoire de la Côte-du-Sud représente 2,5 % des indemnités versées, alors qu'elle représente à peine 1 % de la population. Ce qui fait en sorte qu'il y a une surreprésentation. Donc, l'alcool au volant coûte cher en Côte-du-Sud. Il y a les décès, il y a les blessés, mais il y a également toutes les indemnités qui sont versées à ces gens-là. Et j'ai parlé avec deux procureurs, l'un procureur de la Défense, l'autre de la Couronne, et ceux-ci là, nous racontaient qu'il n'y a pas de profil type de ce type de criminel. C'est monsieur et madame tout le monde. Donc, les gens ne se rendent pas compte là, de l'impact de l'alcool au volant et choisissent de conduire malgré tout. Puis 1 million, en plus, là, on parle seulement des indemnités, donc on ne parle pas de tout ce qui est les frais de cours, ces choses-là pour les criminels en tant que tels. C'est seulement les indemnités. Là. Les frais de la police, les frais médicaux. Donc, ça coûte cher. OK. Parfait. Et toi, cette semaine, Cassie, de quoi parles-tu? Oui, ben moi, sur un sujet un peu plus joyeux, je suis allée rencontrer les petits entrepreneurs chez Desjardins. Donc, annuellement, là, la Caisse Desjardins, un peu partout au Québec, organise la journée des petits entrepreneurs. Donc, c'est une journée où des gens de entre 7 et 17 ans peuvent présenter un projet entrepreneurial vraiment de leur choix. Ils montent un projet de A à Z eux-mêmes, puis ensuite vont le présenter à la population. Là. Donc, on a le droit à tout plein de petits kiosques là, avec toutes sortes de choses à vendre. Là. C'est vraiment adorable, honnêtement, de voir les jeunes nous parler de leurs produits. Là. C'est vraiment quelque chose à vivre une fois. Là. Donc, c'est ça, on s'est rendu, moi et notre technicien Cyril Roger, là, à la Journée des petits entrepreneurs. On a justement un reportage à vous présenter. On vous en montre un extrait maintenant. C'est une journée nationale, en fait, qui touche partout, qui se fait partout au Québec. Et c'est pour les jeunes de 5 à 17 ans qui souhaitent avoir un projet d'entreprise. Donc, en fait, ça part généralement de leurs intérêts, de leurs passions. Et ils doivent créer leur entreprise de A à Z. Donc, trouver leur nom, faire leur image de marque, créer leurs produits pour ensuite venir les vendre dans leur kiosque qui se trouve ici, là, au marché local. Donc, ça leur permet, en fait, de venir discuter avec les clients, ça leur permet d'échanger en fait la monnaie, de toucher de l'argent peut-être pour la première fois, d'apprendre à la gérer également après la journée. Donc ça leur permet aussi d'échanger avec plein de gens du milieu, de discuter de leurs produits et tout ça. Donc c'est vraiment une belle expérience là, pour les jeunes. Également, de mon côté, cette semaine, Cathy, j'ai fouillé un dossier qui est un peu plus particulier, en fait, qui touche sur les payeurs de taxes de Lillet. La municipalité de Lillet a investi 134 000 $ en honoraires professionnels afin de tenter de récupérer 56 000 $, mais qu'à la base, elle avait illégalement facturé. Donc, la réclamation elle a été rejetée. La nature du litige, en fait, ça concerne un terrain sur lequel il y a des activités là, de bétonnage et d'asphaltage. Lors de la signature de l'acte de vente, il y avait un montant supplémentaire qui était prévu pour une compensation, afin de compenser la municipalité là, pour les frais associés à ces activités. Or, la municipalité a quadruplé ce montant-là au fil du temps, ce qui n'a pas fait l'affaire de l'entrepreneur et qui a décidé à ce moment-là de refuser de la payer. Et ultimement, là, la municipalité de Lillet s'est adressée à la Cour du Québec pour réclamer ce montant-là. Or, elle a été déboutée sur toute la ligne. En fait, là, le juge a conclu que cette compensation-là était illégale et que la ville de Lillet avait outrepassé ses pouvoirs en l'imposant. Et donc, elle a complètement débouté la municipalité. Et insatisfaite de ce jugement-là, eh bien, la municipalité s'adresse maintenant à la Cour d'appel. Néanmoins, les honoraires continuent de courir à 134 000 $ pour récupérer 56 000 $ que finalement, ils ont illégalement facturé. C'est vraiment une somme importante parce que la municipalité de Lillet, c'est une somme toute une petite municipalité et qu'on investit ces honoraires-là. Je pense que c'est questionnable jusqu'à un certain point. De ton côté, Cathy, tu es allée à Berthier cette semaine. Oui, je me suis rendue à Berthier-sur-Mer, là, où il se passait la fête du voisinage. Est-ce que toi, tu connais tes voisins, Jean-Sébastien? Oui.
D'accord. En fait, je t'annonce que c'est pas le cas de la majorité des gens. Puis justement, c'est pour ça un peu que la fête du voisinage a été créée au Québec. Là. C'est un peu pour rencontrer les autres citoyens, les gens qui habitent autour de nous, dans le fond, puis qu'on connaît pas vraiment. Donc, c'est un peu le but de cette fête-là là, qui se tenait à Berthier-sur-Mer le 1er juin dernier. Donc, en même temps que la fête du voisinage, là, où il y avait popcorn, barbe à papa, musique, cirque, toutes ces choses-là, il y avait aussi plusieurs inaugurations qui ont eu lieu. Là. On a inauguré un nouveau pavillon extérieur au Parc des Armoiries. Dans le fond, le but, c'est de faire un peu du Parc des Armoiries un parc pour les citoyens de Berthier, parce qu'on connaît beaucoup le parc fluvial de Berthier-sur-Mer. Par contre, il est beaucoup plus touristique. Le Parc des Armoiries est vraiment situé au cœur du village, puis c'est vraiment plus les citoyens qui le connaissent. Là. Donc, on veut vraiment former un espace extérieur. On a le nouveau pavillon. Bientôt, on va avoir aussi du mobilier urbain là, qui va s'ajouter à ça. Puis en même temps, on a inauguré la phase 2 du parcours historique. Donc ça, c'est un parcours vraiment qui avait été fait au départ dans le parc fluvial pour découvrir un peu l'histoire de la municipalité de Berthier. Donc, grâce à une collaboration là, de la Caisse des Jardins et de la MRC de Montmagny, on a choisi d'en faire une phase 2. Donc maintenant, au Parc des Armoiries, il y a de nouveaux panneaux qui ont été installés. Lorsqu'on scanne les codes QR sur les panneaux, là, c'est quand même intéressant. On a des histoires qui sont racontées par des gens qui les ont vécues. Donc ça rajoute vraiment quelque chose à ces panneaux-là. On veut peut-être s'en aller vers une phase 3 si les budgets le permettent plus tard dans le futur. Donc, on a en même temps appris par contre une nouvelle un petit peu moins positive. Il n'y aura pas de beach party cet été, Jean-Sébastien. Bien, on m'a expliqué, en fait, Mario Quentin, le président de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, m'a expliqué qu'il n'y avait pas de marée haute cette année à Berthier-sur-Mer un samedi ou un dimanche. Ce qui fait qu'il était comme impossible un peu de recréer l'effet qu'on voulait avoir là, vraiment avec les bateaux près des gens, les paddleboards, toutes ces choses-là. Donc, on a décidé de remettre le beach party à l'année prochaine. Donc, malheureusement, cet événement-là qui avait quand même attiré 5000 personnes l'année dernière là, à Berthier-sur-Mer n'aura pas lieu cette année, mais on l'attend impatiemment l'année prochaine. On espéra que la nature va collaborer à ce moment-là. Bien sûr, hein? Cette semaine, de mon côté, au niveau là, des arts du spectacle, j'ai une entrevue là, avec Mme Nathalie Richard, en fait, qui est une sommelière et qui met là, de l'avant un nouveau festival à Saint-Jean-Port-Joli, donc un festival des vins. Ça aura lieu là, en septembre prochain, donc le 14 septembre prochain. Et sur place, il y aura une quinzaine d'agences de vins qui seront là pour présenter leurs produits. Également, là, bien sûr, pour en faire déguster. Hein, c'est ça qui est l'intérêt. Et il y a également là, Philippe Lepéry, qui est un sommelier là, très connu, qui donnera une conférence. Vraiment, là, c'est un bel événement pour tous. Hein, parce que tant les gens qui veulent découvrir le vin que les gens qui l'aiment déjà, il y aura vraiment là, pour tous les goûts. Également, tous les profits seront remis à un organisme à but non lucratif de la région. Donc, une occasion de déguster du bon vin, mais également d'aider la communauté. Donc, c'est un bel événement là, à ne pas manquer. Donc, au sport, on parle de baseball. Oui, Jean-Sébastien, on parle de baseball cette semaine, plus particulièrement de l'Association de baseball de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, les équipes Les Vikings, là, c'est une association vraiment qui prend de l'ampleur à chaque année. Là. On a encore battu le record d'inscription cette année avec plus d'une centaine là, de jeunes joueurs. Là. Au total, c'est environ 130 parties qui vont se disputer là, dans le coin de Saint-François de la Rivière-du-Sud là, cette année. Donc, quand même un grand nombre de joueurs. Là. Donc, on a des joueurs vraiment entre 4 et 23 ans, donc vraiment une grande classe. On a une dizaine d'équipes qui ont été formées aussi cette année. Puis, plus particulièrement, la nouveauté cette année, c'est la première équipe féminine qui va être formée là, au niveau du baseball. Donc, c'est une équipe qui évolue dans le U13, la catégorie U13. Donc, c'est la première fois vraiment là, qu'on réussit à avoir suffisamment de jeunes joueuses là, pour former une équipe féminine. Donc, c'est vraiment une fierté là, pour l'association. On espère que dans les prochaines années, là, on va pouvoir continuer à en former plus. Sinon, on a eu aussi là, quelques améliorations dans les dernières années là, au niveau du terrain de baseball de Saint-François. Là. On parle d'une nouvelle cabane là, qui a été construite là, vraiment pour les officiels, là, vraiment avec 2 étages, quelque chose de beaucoup plus de mieux pour les besoins là, de l'organisation. On demande aussi à la municipalité de Berthier-sur-Mer d'améliorer son terrain aussi là, pour qu'on puisse avoir un autre terrain pour disputer des matchs. On commence à avoir tellement d'équipes qu'on a besoin de plus d'espace. Puis en même temps, l'association prévoit là, via des résidents de Montmagny déposer une demande là, dans le nouveau programme de budget participatif de la ville de Montmagny pour améliorer le terrain aussi à Montmagny, pour avoir un autre espace pour disputer des matchs, parce qu'on a aussi des jeunes joueurs qui viennent de Montmagny, donc on aimerait vraiment là, qu'on ait des terrains sur tout le territoire
victoires pour pouvoir disputer ces matchs-là dans la prochaine année. Donc, on continue de suivre les Vikings. La saison commence, hein, puis on a remporté quand même plusieurs victoires lors des championnats l'été dernier. Donc, on souhaite une bonne saison à tous les jeunes joueurs de baseball. Tout à fait. Et il y a une nouvelle saison qui se commence. Il y en a une qui se finit pour l'Everest. Bien oui, la saison pour l'Everest est terminée. Là. On sait déjà, ça fait déjà plusieurs semaines. Là. On avait terminé quand même en finale. Donc vraiment, au dernier match de la finale, malheureusement, l'Everest de la Côte-du-Sud s'était incliné contre le Collège français de Longueuil. Par contre, récemment, l'Everest de la Côte-du-Sud s'est rendu au Gala Méritas de la Ligue dans lequel la formation fait partie. Donc vraiment un gala qui se produit chaque année où on remet des prix aux différentes formations dans cette ligue-là. Donc, l'Everest de la Côte-du-Sud, par contre, a vraiment ramassé beaucoup d'honneur lors de cette soirée-là. Écoute, il y en a tellement que j'ai amené mon journal là, pour être sûr de ne pas t'en oublier. Donc, premièrement, l'Everest de la Côte-du-Sud a reçu l'administration de l'année, donc la meilleure administration dans la ligue. Ensuite, on a le coach, l'entraîneur en chef, Simon Labrec, qui a non seulement remporté l'entraîneur en chef de l'année, il a aussi remporté le directeur général de l'année. Donc, vraiment, Simon a ramassé beaucoup d'honneur cette journée-là. Donc, on a aussi Luc Carbonneau qui fait les communications pour l'Everest de la Côte-du-Sud, qui a remporté le prix du meilleur communicateur de la Ligue cette année. Donc, on a aussi la thérapeute Excuse-moi, Émilie Hamel qui a remporté le titre de la meilleure thérapeute de l'année. Puis on avait aussi une bénévole qui était en nomination, Myriam Poulain. Là. Elle, par contre, n'avait pas remporté le prix, mais elle était quand même dans les finalistes des meilleurs bénévoles dans la Ligue. Donc quand même, ça vaut la peine de le mentionner. On a aussi des joueurs qui ont été honorés, dont Gabriel Boissonneau, le gardien de but. Donc, c'est ça. Donc, ça a été vraiment une belle année pour l'Everest de la Côte-du-Sud, même s'ils n'ont pas remporté la Coupe Napa finalement. Mais par contre, on a eu le bilan de saison, justement, de la part de Simon Labrec, l'entraîneur-chef. Puis, il nous expliquait qu'il croit vraiment qu'il y a une recette gagnante cette année. On a carrément changé la culture. Les gens sont moins bagarreurs un peu, sont plus disciplinés. Donc, on croit vraiment avoir une recette gagnante. Malheureusement, l'émotion l'a peut-être emporté lors des derniers matchs. C'était la première fois que ces joueurs-là vivaient une série d'aussi haut calibre. Donc, peut-être que, en tout cas, M. Labrec croit que c'est l'émotion qui a un peu joué, qui a fait qu'on n'a peut-être pas remporté la Coupe. Par contre, il y a de bons espoirs pour l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à suivre l'Everest dans les prochaines années. Je crois qu'on tient une bonne équipe maintenant. Ce n'est que partie remise. Exactement. C'est ce qui complète notre vidéo-journal de cette semaine. Cathy Desjardins, bonne semaine. Bien, bonne semaine à toi aussi, Jean-Sébastien, puis bonne semaine à vous tous à la maison. On vous invite à continuer à nous suivre au journal loiblanche.com pour toutes les nouvelles du jour. L'équipe de Loi Blanche demeure toujours près de vous. Il y a plusieurs façons de nous suivre. Notre journal papier est distribué chaque semaine directement aux portes dans les plus grandes municipalités de notre territoire. Sinon, retrouvez votre journal dans plus d'une trentaine de points de dépôt dans un commerce près de chez vous. Sur le web, notre site est alimenté plusieurs fois par jour par des nouvelles d'actualité. Chaque mardi, nous enregistrons notre vidéo-journal en studio pour vous résumer de façon ludique l'actualité locale que Jean-Sébastien Tremblay et Cathy Desjardins, nos journalistes, ont le plaisir de vous livrer. Enfin, pour rester encore plus près de vous, il vous faut absolument télécharger notre application mobile Loi Blanche. Régulièrement, nous publions des notifications afin que les nouvelles d'importance arrivent directement à vous. De cette façon, nous vous tenons informés des dernières nouvelles à ne pas manquer. Merci de nous suivre.